Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. 3 soldats français sont morts en Libye. Première confirmation officielle de François Hollande sur la présence de militaires français sur le sol libyen. Que font ces forces françaises en Libye? Quel rôle jouent-elles aux côtés du très controversé général Haftar? On en parlera dès le début de ce journal avec Nicolas Germain. De nouvelles victimes dans l'est de la RDC, dans des affrontements entre Namdé et Hutu. Les tensions sont fortes depuis des mois. Dans certains villages, des médiateurs ont été envoyés pour tenter de réconcilier ces deux communautés. Et puis nous vous proposons un dossier spécial consacré à la situation dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, où s'est rendu notre correspondant. La situation des déplacés y est très préoccupante. Médecins sans frontières dénoncent un désastre humanitaire et appellent à une mobilisation massive. Notre invitée Isabelle de Fourny de MSF revient tout juste d'une mission dans cette région. Elle nous décrira la situation sur place. Les circonstances sont encore floues, meurtre, assassinat ou accident, mais il y a une certitude, 3 soldats français sont bien morts dans le crash de leur hélicoptère sur le sol libyen, près de Benghazi. François Hollande, le président, l'a confirmé. Que font ces militaires français en Libye? On va en parler tout de suite avec vous, Nicolas Germain. Tout d'abord, Nicolas, c'est la première fois que la France confirme officiellement qu'il y a bien une présence française sur le sol libyen. Oui, et c'est d'ailleurs la première fois donc qu'elle reconnaît la perte de soldats français en Libye. Jusqu'à maintenant, elle reconnaissait seulement le survol du pays par des avions militaires pour des opérations de renseignement. On se souvient qu'en février, lorsque le journal Le Monde avait publié un article disant qu'il y avait des forces spéciales en Libye, le ministère de la Défense était furieux. Il avait même lancé une enquête pour compromission du secret défense. Alors aujourd'hui, François Hollande explique que c'est officiellement donc un accident d'hélicoptère, alors que des sources en Libye évoquent plutôt la thèse de forces djihadistes qui auraient abattu cet hélicoptère. À noter que les Français ne sont pas les seuls occidentaux sur place. Les États-Unis ont reconnu avoir envoyé des forces spéciales pour des actions de renseignement seulement, disent-ils, et les médias britanniques évoquent la présence de forces du Royaume-Uni en Libye également. Alors ces soldats français, ils agiraient en soutien notamment aux forces du général Haftar, et il a pourtant un rôle ambigu, très controversé sur place. C'est pas compliqué ce rôle de la France? Si, c'est compliqué. D'après des sources en Libye, donc ces soldats français étaient des conseillers du général Khalifa Haftar, qui est un personnage très important dans l'est de la Libye et notamment dans la région de Benghazi. Donc lui, il combat les forces du groupe État islamique, mais il combat également les troupes du gouvernement de l'unité nationale. Or, ce gouvernement d'unité nationale, il est soutenu par la communauté internationale et notamment par la France. Donc on le voit, c'est une situation très paradoxale. Le général Haftar, c'est un personnage intransigeant. Par exemple, sachez qu'il refuse toujours de rencontrer le représentant de l'ONU en Libye, Martin Kobler. Et sachez que certains partenaires européens de la France s'agacent du rôle de Paris, car selon eux, le général Haftar, il compromet le processus de réconciliation nationale en Libye. Qui est bien compliqué, effectivement. Merci beaucoup, Nicolas Germain, pour toutes ces précisions. De nouveaux affrontements interethniques ont fait une dizaine de morts en ce début de semaine dans le nord-est de la RDC. Les conflits opposent depuis le début de l'année des populations Namdé aux Hutus, accusées de soutenir les FDLR, ces rebelles venus du Rwanda voisin et dont certains ont participé au génocide. Illustration de ces tensions à Bouléoussa, les violences opposent là-bas les Kobo, proches parents des Namdé, à des civils Hutus. C'est un récit de Salima Belhadj. Depuis 16 ans, le village de Bouléoussa était aux mains des FDLR, les rebelles Hutus rwandais. Mais fin 2015, des milices locales les ont chassés du village. En partant, les FDLR ont détruit la plupart des maisons. Quelques mois plus tard, les habitants sont revenus, mais les tensions sont fortes entre les Kobo, population locale, et les civils Hutus, soupçonnés d'abriter des rebelles FDLR chez eux. Les FDLR ont violé des femmes ici, ils ont brûlé nos maisons, et les Hutus qui étaient sur la colline sont descendus et ont saccagé nos récoltes. Après tout ce qui s'est passé ici, on ne sait même plus si on habite au Congo ou au Rwanda. Des casques bleus ont été envoyés sur place. Le mois dernier, ils ont tué 7 membres de la milice locale. Les assaillants s'en étaient pris à des travailleurs humanitaires qui distribuaient de la nourriture à la population Hutu. Le gouverneur du Nord Kivu a nommé un médiateur pour aider à la réconciliation des deux ethnies. Il faut oublier le passé et entamer une nouvelle allure pour une bonne cohabitation. Et puis l'État devrait aussi songer à réconforter cette population qui a été sinistrée, à leur accorder par exemple des tôles pour qu'ils puissent reconstruire leur maison. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Mais le médiateur a conscience du lourd défi à relever tant les tensions ethniques sont fortes au Nord Kivu.
L'actualité en bref dans le reste du continent, un coup dur pour les opposants en Gambie. Le chef de cette opposition et 17 de ses co-accusés ont été condamnés à 3 ans de prison ferme. Condamnation par la Haute Cour de Banjul. En Côte d'Ivoire, les syndicats étudiants sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, dont la célèbre FESI, proche du parti fondé par Laurent Gbagbo. Ces organisations créent des conditions de violence et un climat de terreur, selon le porte-parole du gouvernement. Une décision qui intervient alors que lundi, sur le campus de Cocody à Abidjan, de violentes échauffourées ont opposé policiers et étudiants, faisant plusieurs dizaines de blessés. 13 otages camerounais ont été libérés. Ils avaient été enlevés il y a 1 an par un groupe rebelle centrafricain à la frontière entre les deux pays. Les anciens otages ont été ramenés à Yaoundé ce mercredi, très amaigris, très fatigués. Leur enlèvement a été attribué au groupe du chef rebelle centrafricain Abdoulaye Meskine. On ne connaît pas pour l'instant les conditions de ces libérations. Et je vous le disais dans les titres, on va s'intéresser de près à la situation dans le nord-est du Nigeria, plus précisément dans l'état de Borno, une région touchée de plein fouet par les violences du groupe djihadiste Boko Haram. Ce mercredi, MSF lance un appel à une mobilisation massive et urgente car la situation est désastreuse sur place. On va en parler dans un instant avec vous, Isabelle de Fourny. Vous revenez justement de cette région, mais je vous propose de regarder tout d'abord le reportage de notre envoyé spécial, Moïse Gomis, à Maïdougouri, la capitale de cet État où 100 000 déplacés sont répartis dans 17 camps. Notre envoyé spécial s'est rendu dans celui de Dalori. Regardez son reportage. Au milieu de ce camp, un atelier de couture en plein air. Souleymane s'est réfugié ici depuis 1 an et demi en fuyant Boko Haram. Ce tailleur a tout perdu. Souleymane tente de se reconstruire, mais les affaires ne marchent pas très fort. Sa nouvelle clientèle vit aussi dans le camp et elle n'a pas beaucoup d'argent. On pensait que beaucoup de gens allaient passer des commandes d'habits à coudre pour la fête de l'Aïd. Mais peu de personnes peuvent se le permettre ici. Cette année, on n'a pas gagné d'argent. 30 000 personnes sont hébergées à Dalori. C'est le camp le plus peuplé de toute l'Afrique de l'Ouest. Ici, les distributions de nourriture ou de vêtements rythment le quotidien. La sécurité est renforcée pour éviter les infiltrations et attaques de kamikazes. Dans leur grande majorité, ces déplacés sont traumatisés car témoins ou victimes de violences. Beaucoup ont encore peur de rentrer chez eux. On prie Dieu de pouvoir rentrer un jour chez nous en paix. C'est impossible de comparer entre vivre chez soi et rester dans ce camp. Quels que soient certains avantages ici, c'est incomparable. Ce camion de la NEMA se prépare à partir en tournée. La NEMA est l'agence nigériane de gestion des urgences. À sa charge, le ravitaillement en vivres de tous les camps dans l'état du Borno. Des cas de malnutrition ont été révélés à Bama, à 70 km à l'est de Maidougouri. Ces équipes de la NEMA sont donc sous pression, la plupart des camps étant surpeuplés. Nos soldats sont en train de libérer tous les villages et les localités autour de Maïdougouri. Tous les jours, de nouvelles personnes sont libérées. Donc vous pouvez ici constater nos provisions. Nous devons réapprovisionner encore et encore. Vous voyez toutes ces quantités de vivres que mes agents rangent. Et tout ce qu'il y a dans ce hangar ne va durer que 2 à 3 mois. Dans le camp de Dalori, le flux de personnes ne diminue pas et ces déplacés attendent des actions promises par le président Muhammadu Buhari et surtout celles concrètes du Comité pour la reconstruction du nord-est du Nigeria. Voilà pour ce reportage dans un camp de Maïdougouri. La situation y est complexe, mais sous contrôle. Bonsoir Isabelle de Fourny. Bonsoir. Vous êtes membre de MSF et vous revenez justement de cette zone. Alors là, on a vu ce qui se passe à Maïdougouri même, mais à quelques kilomètres de là, des dizaines de kilomètres de là, autour de la ville, la situation, vous dites que les gens sont coupés du monde, n'ont absolument aucune aide. Décrivez-nous ce que vous avez vu sur place. Oui, la situation est différente. À la fin de l'année 2015, l'armée a repris le contrôle des villes périphériques de l'État de Borno. Et on s'est rendu compte vers le mois de juin que dans ces villes sous contrôle de l'armée vivaient en fait plusieurs centaines de milliers de personnes depuis plusieurs mois, parfois depuis 1 an, dans des conditions extrêmement difficiles. Mais elles sont sous contrôle de l'armée, ces villes. Donc l'armée ne vous laisse pas, vous, organisation humanitaire, y avoir accès ?
Alors aujourd'hui, oui. On voit dans le reportage l'agence nationale NEMA qui organise des distributions de nourriture. Ce sont des villes difficiles à atteindre. On les atteint uniquement par des routes dangereuses sous escorte militaire. Des distributions de nourriture ont commencé, mais elles sont encore insuffisantes. Et les personnes sont restées de longs mois avec une assistance très faible. Et donc elles sont aujourd'hui dans un état sanitaire très mauvais, quoi. Il y a des taux de malnutrition très importants, épidémie de rougeole, diarrhée, des mortalités élevées dans la plupart de ces sites. Oui, vous parlez de zones de désastre humanitaire, de situations d'urgence que vous, MSF, vous avez rarement vues. On a rarement vu des tels taux de malnutrition. On l'a vu dans d'autres contextes, mais là c'est vrai que on est... Environ 50% des enfants de moins de 5 ans sont malnutris, dont une vingtaine de pourcents sévèrement malnutris. On compte aussi des cas de malnutrition adulte. Et le fait que les populations soient regroupées dans des espaces très petits, par exemple dans la ville de Bama, 10 à 15 000 personnes vivent dans l'enceinte de l'hôpital, donc une zone de 400 mètres sur 400 mètres. Le fait que ces personnes soient regroupées comme ça a aussi accéléré la propagation d'épidémies, de rougeole, de diarrhée. Et donc on est face à une malnutrition très élevée et à des mortalités aussi très élevées. Vous appelez donc à une mobilisation massive de tous les acteurs de l'aide humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'il y a des plans prévus pour agir dans ces situations d'urgence? Donc aujourd'hui, plusieurs organisations délivrent déjà des secours. Le CICR, la Croix-Rouge nigériane, des organismes de secours étatiques, l'UNICEF par exemple. Mais il manque un acteur important qui est le Programme alimentaire mondial, qui est l'organisme le plus en mesure de délivrer les quantités de nourriture nécessaires. L'organisme des Nations Unies, qui aujourd'hui arrive à Maïdiguri. Donc une situation d'urgence que vous nous avez décrite ce soir. Merci beaucoup Isabelle de Fourny d'être venue sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition, mais restez avec nous. L'info continue sur France 24.